Bonjour à tous, je me présente Sylvie Lenné, je suis la directrice de l'association RT2S 77 qui porte le dispositif d'appui à la coordination du Sud 77 et qui porte également l'équipe mobile de soins palliatifs territoriale du 77 Sud. Je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette première visio de Rencontrez-vous qui est organisée par notre association. En fait, dans le cadre de nos missions d'accompagnement et soutien des pratiques professionnelles, nous allons maintenant proposer régulièrement ces rencontres et permettre à plusieurs acteurs du territoire de se présenter et d'échanger sur leurs missions respectives. Je vais laisser la parole, pour pas être plus longue, à Pauline Blondeau, qui est chef de projet territorial sur l'association, et ainsi qu'à l'équipe mobile de soins palliatifs territorial. Je vous souhaite une très belle première rencontre de Rencontrez-vous. Bonjour à tous. Alors effectivement, comme Sylvie Lenné l'a mentionné, donc c'est le premier Rencontrez-vous. Donc on a trouvé important de prendre cette opportunité pour vous présenter l'équipe mobile de soins palliatifs territoriaux du 77 Sud. Alors juste avant de donner la parole à mes collègues, je vais faire quelques petits rappels en termes de modalités du webinaire. Donc il y aura 30 minutes de présentation des missions de cette équipe, avec la possibilité de donner 15 minutes de temps d'échange à la fin de la présentation. Vous aurez pour cela la possibilité d'écrire vos questions directement dans le chat de discussion, des questions qu'on reprendra à la toute fin de la présentation. Voilà, pour éviter tous les bruits parasites, on vous demandera de couper, de bien penser à couper vos micros. Vos micros, normalement, ils sont déjà coupés. Et puis également, c'est un webinaire qui est enregistré afin qu'on puisse le retransmettre sur notre chaîne YouTube par la suite. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à mes collègues de l'équipe mobile de soins palliatifs qui vont se présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, nous serons deux aujourd'hui pour inaugurer ce premier webinaire. Moi, je suis le docteur Muriel Lemaire, je suis médecin de soins palliatifs et du coup médecin coordonnateur de l'équipe mobile territoriale, et je vais vous faire cette présentation en duo avec ma collègue. Donc, moi, je suis Caroline Mathieu et je suis infirmière coordinatrice d'appui à l'équipe mobile de soins palliatifs. Ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit temps sur des rappels sur les soins palliatifs, de vous présenter notre équipe et l'émission, et puis ensuite d'échanger avec vous tous autour de questions qui vous préoccupent. Alors, pour commencer, essayons de définir les soins palliatifs. Je vous rappelle que les soins palliatifs, ce sont des soins actifs qui sont délivrés dans une approche globale de la personne qui va être atteinte d'une maladie chronique grave, évolutive ou terminale. On reviendra sur ces termes. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est une approche pluri- et interdisciplinaire. C'est pour ça qu'on intervient en duo avec Caroline, mais que dans notre équipe, il y a aussi d'autres professionnels. Je vais les détailler après, des psychologues, des assistantes sociales. C'est une approche globale non seulement du patient, mais aussi de son entourage. On a pour vocation également dans cette équipe à diffuser la culture palliative, à former les professionnels. Et du coup, Pauline et notre association organisent très régulièrement des sensibilisations, des formations auxquelles vous avez peut-être déjà participé. La médecine palliative, c'est une médecine qui peut être très technique. Si vous allez dans une USP, une unité de soins palliatifs, il y a parfois des tas de seringues, des tas de perfusions comme en réanimation, mais elle a une particularité, c'est d'avoir un savoir en sciences humaines. On associe ce savoir médical à des connaissances éthiques, des connaissances de la psychologie, de la philosophie, des sciences sociales. Et nous avons en charge de nombreuses pathologies avec des trajectoires d'évolution complètement différentes. Je vous les présente avec cette diapositive. Sur cette diapositive, vous avez plusieurs courbes qui vont illustrer la cinétique d'évolution des différents grands types de pathologies qu'on rencontre en soins palliatifs. Je vais commencer par peut-être celle qui est la plus facile et la plus naturelle pour vous de comprendre. C'est la courbe bleue qui représente un grand plateau et puis une pente assez brutale. Ça, c'est la trajectoire du cancer.
Dans le cancer, on a un maintien de nos patients en état général plutôt correct pendant assez longtemps. Par contre, les dégradations, la cinétique de dégradation et des complications apparaît souvent d'un coup. Et il y a une dégradation souvent extrêmement rapide. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la courbe rouge en pointillé, qui, elle, illustre les insuffisances d'organes. Les insuffisances d'organes, ça va être l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, la BPCO par exemple, ou l'insuffisance rénale, où vous voyez qu'on a un déclin lent, mais qui est continu et qui est compliqué de dégradation aiguë. C'est les petits pics vers le bas que vous voyez sur ce schéma-là. Donc, par exemple, un patient BPCO, il est insuffisant respiratoire et il va se dégrader à l'occasion, par exemple, d'une surinfection, mais il va récupérer. Mais petit à petit, la multiplication de ces complications aiguës fait qu'il y a une dégradation lente qui se fait en même temps. Et la dernière courbe que je vais vous illustrer, là, c'est la courbe verte qui illustre plutôt les pathologies neurodégénératives de type démence, démence d'Alzheimer, démence à corps de Lévy, où on voit qu'il y a quand même un déclin qui est très progressif et très lent. Il y a une courbe supplémentaire qui illustre des polypathologies, mais vraiment, je voudrais que vous reteniez ces 3 types de courbes parce que, bien évidemment, qu'il va y avoir une incidence sur comment les soins palliatifs vont débuter et se mettre en place. Donc, pour résumer, les soins palliatifs peuvent concerner vraiment une multitude de pathologies. Toutes les situations oncologiques autour du cancer, toutes les insuffisances d'organes, les pathologies neurodégénératives. J'ai déjà cité par exemple la maladie d'Alzheimer, mais il y a d'autres pathologies comme la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique, la fameuse maladie de Charcot. Et puis, je sais que beaucoup d'établissements médico-sociaux sont concernés par toutes les pathologies autour du handicap, et bien évidemment que dans ces établissements, on va mettre en œuvre des prises en charge palliatives autour du handicap. Un petit mot de la temporalité en soins palliatifs, parce que le temps est important. Souvent, dans le grand public, les soins palliatifs ont mauvaise presse parce qu'ils évoquent clairement la mort. Parce que c'est une méconnaissance de comment les soins palliatifs s'organisent dans le temps de la maladie. Il y a plusieurs temps et le schéma que vous voyez sur cette slide va peut-être vous éclairer un peu plus. Il y a une interconnexion extrêmement importante entre la phase curative et la phase palliative dès le début parfois des maladies. Vous voyez sur ce schéma que les soins spécifiques, les soins curatifs sont illustrés par un espèce de bandeau gris et que les soins de support et les soins palliatifs sont illustrés par un bandeau jaune. Et vous voyez bien que sur la flèche du temps, de la temporalité, les soins spécifiques sont extrêmement présents dans la phase curative et puis ce bandeau s'amenuise au fur et à mesure qu'on va vers la phase palliative. Et en parallèle, en miroir, les soins palliatifs, les soins de support sont parfois peu présents, mais peuvent l'être dès la phase curative et vont prendre toute une ampleur dans un second temps quand la phase curative sera terminée. Donc, il faut bien entendre qu'en soins palliatifs, il y a une temporalité importante. Au début, dans la phase palliative active, l'idée, c'est de ralentir l'évolution de la maladie, d'augmenter la survie et d'augmenter la qualité de vie. On peut être présent, les soins palliatifs, dès le début, dès le diagnostic. Imaginons par exemple un patient chez qui on découvre un cancer de la prostate, mais malheureusement, dès la découverte de ce cancer de la prostate, il existe une métastase osseuse. Le fait qu'il existe une métastase osseuse, c'est-à-dire une localisation du cancer à distance de l'organe primitif, signe en fait déjà une prise en charge palliative, puisqu'on sait très bien qu'avec des métastases, le patient ne pourra pas guérir. Et donc,
Ce patient, bien sûr qu'il va avoir un traitement du cancer, mais on pourra pendant cette phase avoir une approche intégrée de soins palliatifs et de soins curatifs. Ensuite, on définit la prise en charge en soins palliatifs symptomatiques. C'est une période où souvent les traitements curatifs sont arrêtés. Et là, le but, c'est de traiter les symptômes que le patient va présenter. Diminuer la douleur, diminuer des vomissements, diminuer une fatigue, diminuer plein de symptômes et pour le coup, augmenter la qualité de vie. Enfin, la phase terminale, hein, c'est celle que j'évoquais au début en disant que souvent, c'est celle qui évoque la mort, parce qu'effectivement, en phase palliative terminale, on est dans la phase préagonie qui peut prendre quelques jours et la phase agonie qui prend plutôt quelques heures. Et là, pour le coup, on va être vraiment très attentif à soulager le patient de tous ses symptômes et on va aussi reporter notre attention sur l'accompagnement des proches et des équipes, s'il y a des équipes, notamment au domicile. Donc voilà, l'idée, c'est de dire que les soins palliatifs peuvent s'imbriquer dès la phase curative et qui ne concernent pas du tout que la fin de vie terminale. Du coup, eh ben voilà, le message qu'on souhaite, Caroline et moi, vous passer aujourd'hui, c'est anticipons, sollicitez notre équipe le plus en amont possible. Cet intérêt des soins précoces, il a été largement démontré dans la littérature médicale avec notamment une oncologue américaine qui a fait une grosse étude sur le cancer de bronchie qui était Jennifer Temel. Et c'est une étude qui a fait vraiment beaucoup de bruit en 2010 quand elle est sortie, parce que Jennifer Temel, elle a montré que de solliciter les équipes mobiles ou les équipes intra-hospitalières de soins palliatifs, ça a amélioré la survie. Et ça, c'était une vraie surprise. Ça a amélioré bien sûr la qualité de vie du patient. Ça, on s'y attendait. Mais l'autre surprise, ça a été que ça a amélioré la qualité de vie des proches et des aidants. Ça a diminué les symptômes d'inconfort, ça, bien sûr qu'on s'y attendait. Ça a diminué les symptômes dépressifs, non seulement du patient, mais aussi des aidants, des proches. Et ça a largement diminué l'agressivité des soins en fin de parcours et en fin de vie, notamment toutes les chimiothérapies des 15 jours avant le décès, notamment tous les passages itératifs aux urgences, hyper inconfortables pour les patients. Voilà. Donc voilà, les soins palliatifs précoces, ça a un intérêt pour le patient et sa famille. Et on vous propose des outils d'aide qui sont des outils faciles, hein, on n'a pas besoin forcément d'être médecin pour les utiliser, qui vont être des outils d'aide qu'on pourra, Pauline pourra vous les envoyer, des outils qui vont vous donner des billes pour savoir quand nous appeler. Il en existe plusieurs. Il y a une grille Paliadis qui comporte 10 questions, des questions simples. Hein, selon le nombre de questions, vous allez répondre oui, ça vous donnera un go pour appeler l'équipe mobile territoriale. La grille SPIC, c'est une grille anglaise qui a été validée en langue française, qui reprend pathologie par pathologie, hein, en oncologie, en pneumologie, etc. Un peu un questionnement, si vous êtes dans ce questionnement et si vous répondez à certains items, ça va vous donner aussi des billes pour nous solliciter. Et puis, il y a la fameuse question surprise, qui est une question qui est surtout utilisée par les oncologues et puis les infirmières qui travaillent en oncologie, c'est est-ce que vous seriez surpris que votre patient décède dans la prochaine année? Vous voyez, c'est une question relativement simple qu'on peut tous se poser et qui, si on répond oui, non, je ne serais pas étonnée, ça serait le déclenchement possible d'une équipe mobile. Voilà, on y reviendra dans vos questions si vous le souhaitez. Je vais laisser la parole à ma collègue Caroline qui va vous illustrer des questions que les familles, que les patients certainement, nous posent nous très régulièrement et vous posent très régulièrement autour de l'hydratation et de l'alimentation.
Caroline, à toi. Oui, alors effectivement, c'est une question qui revient quasiment à chacune de nos interventions. La question qui préoccupe beaucoup les familles, le patient, moins, mais plutôt les familles et les soignants surtout, c'est la question des traitements de la nutrition et l'hydratation en fin de vie. Et on voulait vous donner quand même quelques éléments de réponse à ce sujet, notamment, nous, ce qu'on préconise quand on va en visite et qu'on voit le patient, c'est de privilégier une alimentation plaisir. Donc l'alimentation plaisir, ça passe aussi par un questionnement, un recueil des goûts du patient, de ses envies, de ses préférences, d'adapter la texture, de donner de manière fractionnée, hein, pas forcément en grosse quantité pour éviter le dégoût alimentaire, mais en tout cas de donner et de proposer régulièrement et voilà, de ne pas forcer. L'idée, c'est de proposer à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment et d'accéder à la demande du patient ou de le solliciter et de proposer des choses vraiment qui lui font plaisir. Concernant l'hydratation, ce qu'on privilégie plutôt, c'est l'hydratation par voie orale et à la demande du patient ou en proposant, et surtout de privilégier les soins de bouche parce que ce qui est le plus inconfortable finalement pour le patient, c'est la sensation de bouche sèche. Il aura moins cette sensation d'être déshydraté ou voilà, de ne pas avoir d'apport hydrique. Ce qui va être très désagréable pour le patient, c'est surtout la sécheresse buccale et donc il faut passer par voilà, un nombre de soins de bouche. Il faut accentuer les soins de bouche pour éviter d'avoir une muqueuse sèche et puis du coup qui ne favorisera pas une bonne déglutition, une bonne sensibilité des muqueuses. Donc c'est pour ça qu'on accentue vraiment les soins de bouche. La question de la mise en place d'une hydratation par perfusion, il faut vraiment la considérer et y réfléchir voilà, de manière très importante, dans le sens où c'est un traitement, donc il faut pouvoir évaluer le bénéfice et les risques de ce traitement. C'est au même titre que toutes les autres thérapeutiques qu'on peut mettre en place, parce que ça peut avoir, voilà, comme je disais, des bénéfices et aussi des risques. Et en fonction du patient, voilà, il faut vraiment l'évaluer. Et donc, la question se pose, c'est que est-ce que notre patient va mourir de soif? Donc, comme je vous le disais, la perception de la soif est modifiée. En fin de vie, on n'a plus cette sensation de soif, c'est plutôt le côté sécheresse buccale qui prédomine. Et la déshydratation, elle a un effet qui entraîne une sécrétion d'opioïdes cérébraux et donc une certaine, voilà, une action antalgique. Le fait de poser une hydratation en intraveineux n'améliorera pas la sensation de soif. Comme je disais, c'est plutôt les soins de bouche. Et donc, pour évaluer l'hydratation, il faut vraiment se questionner autour de l'intérêt de la perfusion qu'on souhaite mettre en place. Il faut vraiment la considérer. Souvent, on nous dit quand une décision de mise de perfusion d'hydratation est mise en place, il faut voilà, connaître aussi la limite de cette perfusion. Et donc, on privilégie la voie orale, c'est quand même beaucoup plus adapté, et les soins de bouche. Concernant la faim, c'est pareil que pour la sensation de soif ou en tout cas l'hydratation, c'est-à-dire que l'anorexie, elle est constante en fin de vie. Les pathologies cancéreuses engendrent une dénutrition au-delà du fait que le patient mange moins. Et donc, voilà, il y a moins d'apport alimentaire, certes, mais il y a aussi une maladie qui fait que la dénutrition s'installe. C'est une cétose de jeûne, donc on va avoir pareil une anorexie centrale qui va s'installer. Et tout comme la perfusion d'hydratation, ce qui est important, c'est de se questionner autour de la nutrition qu'on va vouloir mettre en place, que ce soit par sonde nasogastrique ou par GPE, qui peut entraîner aussi des complications importantes et néfastes pour le patient. Voilà. Concernant le cadre législatif, donc on apporte un peu de législation sur les soins palliatifs. Donc les soins palliatifs sont encadrés au départ par la loi de 99 qui vise à garantir bien, le droit d'accès aux soins palliatifs pour tous. La loi de 2002, la loi Kouchner, qui elle est relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. C'est à ce moment-là qu'est évoquée pour la première fois la personne de confiance et le refus de soins. Ensuite, on a la loi Leonetti de 2005, qui elle est relative aux droits des malades et à la fin de vie.
Donc, dans cette loi, il y a un apport sur la modification possible de la personne de confiance et les directives anticipées qui sont consultatives. Il y a aussi la mise en lumière du droit du patient au refus du traitement et aussi la possibilité pour le médecin d'interrompre les traitements. Ensuite, il y a aussi l'instauration du principe du double effet, c'est-à-dire que quand on va mettre en place des thérapeutiques qui visent à soulager le patient, il se peut que cette thérapeutique entraîne aussi le décès du patient et la création de procédures collégiales. Arrive ensuite la loi Claes-Leonetti, donc du 2 février 2016, qui crée de nouveaux droits pour les malades et les personnes en fin de vie. Il y a des nouvelles modalités concernant la personne de confiance, c'est-à-dire que c'est un formulaire que le patient doit signer, mais aussi la personne de confiance, ce qui n'était pas le cas avant. Donc les deux sont informés du souhait du patient envers sa personne de confiance et inversement. L'obligation d'arrêter les traitements au titre de la lutte contre l'obstination déraisonnable et l'hydratation et l'alimentation sont considérés comme des traitements. Le respect des directives anticipées, qui est obligatoire, qui s'impose aux médecins. On aborde aussi la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès dans cette loi et l'obligation de formation des professionnels. Et enfin, dans les derniers instants, les nouveaux droits qui seraient votés en mai 2025, en tout cas la proposition de loi qui vise à garantir l'accès de nouveau à tous les patients et l'accompagnement et aux soins palliatifs, et la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Vous voulez rajouter quelque chose, Marianne ? On y reviendra peut-être parce que c'est vrai que ce cadre législatif, il peut être comme ça perçu comme un peu lourd à comprendre, mais en fait, il faut en connaître certains éléments parce que ça va être des éléments qui peuvent être soutenants pour votre quotidien, notamment en institution. Hein, savoir qu'on peut organiser une procédure collégiale et du coup solliciter l'équipe mobile territoriale pour animer et faire le médecin tiers. Ça peut être important parce que dans certaines institutions, il y a des situations éthiques et cliniques extrêmement complexes. Donc la loi fixe un cadre qui peut être soutenant hein, pour les institutions. Et puis, vous savez, maintenant, les patients sont souvent très au fait hein, de leurs droits. Donc tout ce qui est les droits autour de la personne de confiance, autour des directives anticipées, c'est aussi important de les connaître. La sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès, je vous l'expliquerai si vous le souhaitez. C'est un cadre de sédation assez contraint qu'on fait actuellement essentiellement en unité de soins palliatifs. Voilà. Ce qui est important, je pense quand même, c'est de redire qu'actuellement, l'obstination déraisonnable est interdite en France. Hein. On a l'obligation de lutter contre l'acharnement thérapeutique et malheureusement, alors que c'est depuis 2016 inscrit très clairement dans la loi, on observe toute notre équipe bien souvent des situations d'acharnement thérapeutique sur lesquelles on pourra revenir. Voilà, on a un peu fini, Caroline et moi, sur les généralités, sur les soins palliatifs, mais ça nous apparaissait vraiment être un préambule important pour que vous puissiez comprendre ensuite ce qu'est l'équipe mobile et ses missions. C'est ce que je vais vous présenter actuellement. Donc, l'équipe mobile territoriale Sud 77, c'est une équipe pluridisciplinaire, je vais y revenir, avec une connaissance importante de notre territoire, du Sud Seine-et-Marne. Notre grande force, c'est notre mobilité à un moment où malheureusement, beaucoup de médecins ne font plus de visites à domicile ou rarement. Et donc, nous intervenons non seulement au domicile chez les particuliers, mais également en EHPAD et en institution comme en masse, en foyer d'accueil médicalisé, etc. Notre équipe est pluridisciplinaire, donc infirmières, médecins, psychologues, assistantes sociales et bien évidemment notre staff administratif qui nous épaule. On fait toujours les visites en binôme justement pour avoir des regards croisés de professions différentes. Et on est toutes, là pour l'instant nous n'avons que des femmes, des professionnels spécifiquement formés en soins palliatifs.
Notre grande force, c'est aussi le temps. Parce que on a le temps d'aller au domicile, d'y passer parfois 1 heure et demie, 2 heures, voire plus, tant les thématiques d'échange peuvent être importantes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce temps qu'on passe, il est un temps informatif, un temps d'évaluation, mais aussi c'est un temps thérapeutique. Et ça, les patients nous le disent régulièrement. Euh, Ils peuvent appréhender notre venue. Hein, accueillir chez soi une équipe de soins PAL, c'est pas toujours simple, mais ils se disent souvent rassurés des échanges qu'on a pu avoir. C'est-à-dire qu'on peut, nous, soutenir des discussions autour de l'aggravation de la maladie, autour du décès qui se profile. Hein. On recule pas devant ces questions-là et on peut échanger avec beaucoup d'authenticité avec les patients et leurs proches. On peut parfois les rassurer sur ce qui va se passer avec un projet de soins qui s'anticipe. Hein. C'est toute cette anticipation palliative qui va prendre du temps et qui fait qu'on reste longtemps au domicile. Notre force également, c'est une évaluation, c'est le fait qu'on va faire des évaluations globales dans tous les champs. Bien évidemment, dans les champs médico-infirmiers, dans le champ social, dans le champ psychologique, dans le champ de l'autonomie. On va faire une petite visite du domicile pour voir comment on peut adapter les domiciles au maintien à la maison. Voilà. Bon, je l'ai redit largement, l'anticipation de toutes les évolutions possibles, ça rassure beaucoup les familles et les patients. Et puis, on va faire des comptes rendus avec des propositions précises. Hein. Moi, quand les médecins traitants me sollicitent aussi sur du conseil thérapeutique, je peux aller jusqu'à faire des prescriptions, des conseils de prescription extrêmement détaillés. D'accord? Voilà. Alors, rentrons un peu dans le détail de ce que l'équipe mobile peut faire. Il y a 3 grands axes de mission. Un premier axe, pardon, autour du patient et de son entourage, un deuxième axe sur un appui aux professionnels que vous êtes, et un troisième axe sur la diffusion de la culture palliative. En ce qui concerne le patient et son entourage, j'ai largement déjà commencé à vous en parler. On a une expertise de soins palliatifs qu'on va pouvoir mettre en œuvre au domicile pour évaluer les symptômes d'inconfort du patient. Alors, dans tous les champs, hein, ça peut être évaluer une dyspnée, évaluer une fatigue, évaluer une anorexie, évaluer une douleur. On est pour certaines largement formés à la douleur aiguë et à la douleur chronique. Et on va pouvoir faire des préconisations autour des adaptations thérapeutiques avec les professionnels du cercle de soins du patient. Pour les médecins de notre association, il y a la possibilité d'une prescription. Alors, au vu du territoire que nous gérons, il n'y a pas de possibilité de suivi des prescriptions. Mais moi, en tant que médecin, c'est quand même difficile pour moi quand il n'y a pas de médecin traitant ou quand on a un patient particulièrement douloureux de ne pas intervenir sur le plan thérapeutique. Mais on a la possibilité, cas par cas, notamment s'il n'y a pas de médecin traitant ou si le médecin traitant nous sollicite, de faire des prescriptions courtes pour initier des traitements. Parce qu'ensuite, dans la grande majorité des cas, on va solliciter le médecin traitant ou l'équipe de soins autour du patient. Et en général, les prescriptions posent pas trop de problèmes. On fait des propositions d'aménagement et on a des relais pour pouvoir mettre en œuvre ces prescriptions. Comme je l'ai dit tout à l'heure en entrée, en présentation, on va évaluer le domicile et on va évaluer la souffrance psychologique et existentielle, c'est pas tout à fait la même chose, du patient, mais aussi de ses proches. On va être extrêmement attentif à l'anticipation. Vous l'avez bien compris, anticiper en soins palliatifs, c'est important. On fait des discussions anticipées avec le patient et les familles. Ça peut être, si votre maladie s'aggrave à un moment donné, qu'est-ce que vous souhaitez? Plutôt rester à la maison? Est-ce que vous pouvez, vous souhaitez décéder à la maison? Et souvent, on essaye de questionner le patient, mais aussi son entourage, parce que les questions ne sont pas forcément toujours congruentes. Parfois, le patient souhaite décéder au domicile, mais
l'entourage n'y est pas prêt. Donc soit ça peut se travailler, soit on peut donner d'autres réponses. On peut accompagner ces discussions anticipées jusqu'à la rédaction des directives anticipées. On peut aussi expliquer ce qu'est la personne de confiance, son rôle, l'importance de sa désignation, comme vous l'a expliqué Caroline, c'est dans le cadre légal de la loi Leonetti et Claes-Leonetti. Moi, en tant que médecin, je peux prescrire une HAD pour des soins au domicile, ou je peux prescrire en anticipation une orientation vers une USP, c'est-à-dire une unité de soins palliatifs. Je vous rappelle que sur notre territoire, nous sommes malheureusement assez peu dotés en Seine-et-Marne, puisque nous n'avons que 24 lits pour tout le département. Ces 24 lits sont dispatchés sur 2 unités de soins palliatifs que vous devez connaître. Au sud, sur Fontainebleau, l'USP de Fontainebleau, où il y a 10 lits, qui dépendent de l'hôpital de Fontainebleau. Et puis, plus au nord, à côté de Brie-Comte-Robert, à Ferrol-Attilly, l'USP de Forcy, gérée par la Fondation Cognac-Jay, qui comporte actuellement 14 lits. Donc, on peut faire des demandes anticipées au cas où la situation au domicile s'aggraverait et qu'il faudrait hospitaliser le patient. La grande force de ces demandes anticipées, c'est qu'elles permettent un transfert direct du domicile vers les unités de soins palliatifs sans passer par les urgences, qui ne sont pas du tout des services adaptés à l'accueil de patients aussi fragiles que des patients en soins palliatifs, au vu des difficultés de l'ensemble des services d'urgence sur notre territoire. Je rédige régulièrement, en collaboration avec le patient et sa famille, une fiche urgence PALIA qui a pour objectif de donner non seulement des éléments médicaux importants, des éléments de traitement, parfois des prescriptions anticipées, mais aussi de dire au SAMU quels sont les souhaits du patient pour pouvoir déclencher les soins adaptés. Par exemple, ne pas transporter systématiquement une personne aux urgences alors qu'elle a le souhait de décéder au domicile. De savoir si le SAMU est adapté sur une complication aiguë, de savoir qu'il y a un lit de repli de possible sur une USP. Vous voyez? Donc, ces fiches d'urgence PALIA, elles sont assez anciennes, mais elles sont encore assez peu connues dans le monde soignant, et c'est important de les rédiger. Bien sûr, l'essentiel de notre travail aux médecins et aux infirmières et aux autres collègues de notre équipe, c'est de faire du lien avec les professionnels. Non seulement les professionnels hospitaliers, les grands centres parisiens d'oncologie ou les centres de dialyse, voilà, et puis les professionnels de ville, les infirmières libérales, les services de soins à domicile, les services d'auxiliaires de vie, les médecins traitants, bien évidemment, c'est des partenaires vraiment privilégiés. On est en soutien à la mise en place d'aides, que ce soit des aides humaines ou des aides techniques. Et puis le DAC a encore la possibilité, j'espère que c'est une possibilité qui sera pérenne dans les années à venir, de proposer le financement de soutien, de séances de soutien psychologique pour les patients ou pour son entourage au domicile. Voilà pour patient et son entourage. Pour les professionnels, je vais vous le redire vite, mais ça a été abordé déjà dans les slides auparavant. On va vous appuyer sur des questions éthiques. Si vous avez besoin dans les institutions, les médecins traitants, d'avoir une aide à la prise de décision dans des situations cliniques éthiques complexes, on peut être là, notamment sur certains arrêts ou limitations de traitement. On peut organiser des procédures collégiales ou des concertations pluriprofessionnelles. Bien sûr que vous pouvez nous solliciter pour des conseils thérapeutiques de tout type et des aides à la prescription. Et on est en soutien aussi aux équipes, que ce soit des infirmières libérales, des médecins traitants, des assistantes sociales, des aides-soignantes de différentes équipes. On a pour objectif également de développer la culture palliative, ce qu'on fait très largement, je pense, en commençant à vraiment diffuser des séances de formation et de sensibilisation pour les professionnels de ville. Il y en a autour des troubles de la déglutition, il y en a autour de la douleur, il y en a autour évidemment des soins palliatifs. On organise, on commence à organiser le bénévolat de soins palliatifs au domicile.
Et notre équipe participe à de nombreux staffs, notamment des staffs hospitaliers ou dans les établissements médico-sociaux. Voilà, je laisse la parole à Caroline qui va vous indiquer rapidement comment vous nous sollicitez. Oui, pour les modalités de contact, en fait, on a plusieurs canaux possibles, donc par téléphone, au numéro qui est indiqué là, ou par mail. Et en fait, on a une fiche premier contact qui voilà, permet d'étayer un peu la situation. On privilégie la voix par téléphone parce que comme ça, on peut un peu discuter ensemble de la situation et s'imprégner un petit peu des difficultés. Toute personne peut nous solliciter, que ce soit le patient lui-même, l'entourage, les professionnels évidemment, pour nous faire des orientations en tout cas. Et après, donc, on a donc une concertation en équipe où on aborde la situation 2 fois par semaine pour permettre voilà, de pouvoir aborder les situations au fil de l'eau. Lors de cette réunion en équipe, on a un choix du binôme d'intervention en fonction de la problématique principale identifiée. Donc, ça peut être infirmière psychologue, infirmière médecin, médecin psychologue ou assistante sociale infirmière. Tout dépend de la problématique principale. On programme donc des visites à domicile selon la clinique. Et voilà, on fait un suivi du patient par téléphone. On reprend des nouvelles par téléphone. Et on peut aussi refaire des visites à domicile si la situation le nécessite, en changeant de binôme également en fonction de la problématique identifiée. Et on rédige un compte-rendu complet qu'on diffuse auprès du cercle de soins du patient avec son accord. Donc, pour conclure et laisser un peu de temps aux questions, notre équipe, c'est un œil au domicile avec une vision globale de la situation clinique, avec un accompagnement qu'on souhaite le plus précoce possible, vous l'avez bien compris, et qui va être évolutif, comme Caroline va vous dire. On peut refaire du suivi téléphonique et refaire des visites d'évaluation en fonction de l'évolution clinique. Et on est aussi une expertise territoriale en appui aux différents professionnels du territoire. Merci pour votre attention et puis on reste à vos dispositions pour les questions. Je pense que Pauline va nous aider à transmettre vos questions. Je vais vous dire à l'oral. Effectivement, il y a plusieurs questions. Une première, pourquoi faut-il l'accord du médecin traitant pour faire appel à votre équipe? Alors, effectivement, quand il y a un médecin traitant dans la boucle, nous, on l'informe et on essaye d'avoir son accord. Enfin, c'est très rare qu'on n'ait pas l'accord du médecin traitant pour intervenir. Comme le médecin traitant, ça reste le pivot de la prise en charge du patient. On fait tout pour recueillir son accord. Sinon, si on n'arrive pas à le joindre, on lui envoie un courrier. Alors, il y avait une autre question sur la prescription. Avez-vous un droit de prescription? Oui, donc je le redis, on a la possibilité de prescrire sur les médecins de l'équipe mobile territoriale. Après, je vous ai dit, c'est un cadre de prescription qui reste quand même exceptionnel, réservé aux situations urgentes, sans médecin traitant, etc. Alors, une autre, quand peut-on faire appel à votre équipe dès l'annonce du diagnostic? Alors, l'idée, c'est d'être dans l'anticipation palliative la plus précoce possible. Parfois, je l'ai dit, notamment en oncologie, il existe des cancers qui sont d'emblée métastatiques. Donc d'emblée, on sait que on ne va pas vers la guérison, on va vers un maintien, un espèce de contrôle de la maladie oncologique avec le traitement, et on peut intervenir dès le moment du diagnostic. On sera d'autant plus légitime qu'il y a une complexité dans la situation, qu'il y a des symptômes très importants, par exemple une anxiété majeure, des douleurs importantes non contrôlées, une situation sociale complexe, une situation d'isolement. Oui, on peut intervenir de façon dès le diagnostic. Ensuite, quelle articulation avec l'HAD pour les patients qui sont pris en charge dans le cadre d'une HAD? Alors, nous, on peut prescrire les HAD et souvent, quand l'HAD se déploie, l'HAD est un effecteur de soins, ce qui n'est pas notre cas. Donc, nous, en général, quand l'HAD se déploie, elle reprend le suivi. On peut rester en appui d'une HAD puisque nous, notre rôle, c'est de l'appui et de la coordination aussi aux professionnels. Donc, on peut rester en appui de l'HAD.
Mais quand l'HAD se déploie, en général, le patient est pris en charge par l'HAD. La demande peut-elle venir d'une famille directement sans passer par un pro de santé? Ça, ça Oui. vous avez répondu. Oui, bien sûr. Avez-vous un listing des informations que vous faites auprès des professionnels avec des dates de sensibilisation, j'imagine? Alors oui, je pense que Pauline reformule, je pense que c'est ça. Les dates dont vous parlez, c'est les dates de formation. Alors, si certains d'entre vous sont intéressés, elles sont largement diffusées régulièrement. Si vous avez besoin des dates, parce que c'est effectivement programmé assez à l'avance, vous n'hésitez pas à nous contacter. Pauline vous redonnera toutes ces dates. Et il y a une session en fin d'année. Il y a encore des sessions sur les soins palliatifs. Il y a 2 sessions encore sur la douleur programmées d'ici la fin de l'année. Voilà. Je pense qu'à partir de 2026, on va essayer de présenter aussi une nouvelle formation plutôt soins palais handicap, parce que pour toutes les institutions, les foyers qui accueillent des résidents handicapés, les MAS, les femmes, on a bien vu qu'il y avait des besoins aussi particuliers. Donc, on est en train de mettre au point une formation supplémentaire spécifique soins palais et handicap. Une autre question, quel est le rôle de l'auxiliaire de vie à domicile dans le cadre d'un SAD? Ce domaine de soins palliatifs. Les auxiliaires de vie, elles ont toute leur importance. Vous savez, tout le monde est important. Elles sont au plus près des patients, donc elles peuvent être hyper informatives sur comment se passe l'alimentation, comment se passe une toilette. Moi, en tant que médecin, ce sont des professionnels que je vais interroger de façon privilégiée parce qu'elles connaissent leurs patients, elles le connaissent souvent extrêmement bien. Donc, les aides-soignantes, les auxiliaires de vie, elles ont toute leur place dans la prise en charge palliative, bien sûr. Le rôle de l'équipe mobile aussi, c'est de pouvoir soutenir les équipes et notamment les auxiliaires de vie, les aides-soignantes qui sont au plus proche du patient ont parfois des questionnements autour de la prise en charge et le fait de venir en soutien parce que parfois elles suivent des patients depuis longtemps, l'état se dégrade et des questions émergent et du coup le fait d'échanger avec nous, on peut être un soutien aussi dans leurs interventions. Ça peut être douloureux pour quelqu'un qui connaît un patient depuis très longtemps, de le voir s'amenuiser, de le voir s'approcher de sa fin, et on peut être en appui pour ces équipes-là. Il y aurait un temps de présence au sein de l'équipe. Moi, je suis à temps plein actuellement sur l'équipe mobile de soins palliatifs. Et alors là, une dernière question. Entre la demande et la visite d'évaluation, quel est le laps de temps, le délai en tout cas Alors, ça, c'est vraiment du cas par cas. C'est à réception de la demande, on va évaluer l'urgence de cette demande. Ça nous est arrivé d'aller sur des situations le jour même. Mais ça reste quand même exceptionnel parce qu'on n'est pas un service d'urgence. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'anticipation dans les demandes parce que malheureusement, moi, ça m'est arrivé d'arriver dans des situations où on était quasiment à découvrir un patient en phase agonique et que notre intervention était extrêmement tardive. On orientait le patient sur une USP et qu'il décédait le lendemain. Ça, vous voyez, c'est le genre de situation qui, moi, me met en souffrance parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un loupé dans la prise en charge. Donc, l'idée, c'est de pouvoir être sollicité en amont, de pouvoir accompagner et de pouvoir avoir la connaissance de cette situation clinique au plus tôt et de l'accompagner au mieux quand ça va se dégrader. Donc, on n'a pas des grands délais. On peut intervenir le jour même, mais en moyenne, je dirais, c'est quoi, quelques jours, une semaine? Oui. Je dirais qu'en moyenne, c'est ça. Ça dépend de la complexité de la situation, en fait. Ça peut être plus court, ça peut être plus long. Alors, sur le chat, il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si une toute dernière question vous arrive. On a été heureuses toutes les trois
Caroline, Pauline et moi d'inaugurer ces webinaires. Contente de présenter notre équipe. Si vous le souhaitez aussi, nous avons à votre disposition un flyer qui a été conçu avec le rappel de toutes les missions, le rappel de comment nous contacter. Donc, si certains d'entre vous souhaitent l'envoi par mail ou par voie postale de ce flyer explicatif, vous n'hésitez pas là dans le chat à nous solliciter pour des envois. En termes d'horaire, le standard est ouvert de 9h à 19h, du lundi au vendredi. Faut savoir qu'il y a voilà, il y a toujours une infirmière, une secrétaire et voilà, un profil plutôt médico-social qui répond aux demandes et qu'on puisse après relayer en réunion les informations, mais en tout cas, vous aurez un soignant. Alors, il y a juste une dernière question, si il y a une astreinte. Alors, l'ARS a sollicité l'ensemble des médecins de soins palliatifs du département pour essayer de monter une astreinte. Donc, c'est dans les tuyaux de l'ARS. Pour l'instant, elle n'est pas opérationnelle pour des questions de couverture juridique, etc. Ça, elle devrait pouvoir être opérationnelle d'ici la fin de l'année. C'est une astreinte donc, qui ne va concerner que les professionnels. Hein. Les familles et les patients ne pourront pas appeler cette astreinte. C'est une astreinte qui aura lieu en semaine de 18h30 à 22h30 et le week-end de 8h30 à 18h30. Donc une astreinte médicale qui sera portée par l'hôpital de Melun, le GESIF, et qui sera supportée par les équipes du SAMU 77. Donc quand elle sera opérationnelle, il y aura de la communication. Voilà. Et du coup, tous les documents qui ont été mentionnés aujourd'hui vous seront transmis par mail et j'utiliserai le mail notamment de votre inscription. Eh ben, on va se quitter là, si vous en êtes d'accord. Merci pour votre attention. Merci pour les nombreuses questions que vous avez posées. C'était chouette. Et puis, au plaisir de vous rencontrer dans vos institutions, dans vos lieux professionnels. Bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci beaucoup.